Sébastien, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, je suis ravi de vous accueillir parce que vous êtes un praticien des marchés. Or, aujourd'hui, on a beaucoup d'avis émis par les académiques du marché, les économistes, les stratégistes, et beaucoup de débats aussi sur un certain nombre de questions, les incidences de la politique monétaire, le retour ou non de l'inflation, la manière de gérer ou pas la charge de la dette, faudra-t-il la gérer? Bon, bref, beaucoup d'avis, beaucoup de réflexions, et pour les investisseurs, c'est un peu la confusion, et également pour les marchés, on a l'impression, parce que depuis quelques semaines, c'est soit ils baissent, soit ils stagnent. Ils stagnent en Europe et ils ont eu plutôt tendance à corriger un petit peu aux États-Unis. Donc, quand on est dans le concret, quand on est un praticien, un gérant, comment fait-on pour s'adapter à cet environnement et quels conseils donneriez-vous à ceux qui nous regardent? Déjà, on écoute l'avis des académiciens, c'est important parce qu'effectivement, on peut être aussi avec des questionnements lorsque les dettes explosent, les taux d'intérêt sont négatifs et autres. Leur avis compte. La réalité, c'est qu'on est tous, et ils sont comme nous, face à une situation qui est extraordinaire à tous les niveaux. Une crise économique dont on a annoncé à un moment qu'elle pouvait être proche de celle de 1929, un virus qui touche la planète entière, une crise qui apparaît subitement. Donc oui, on a besoin de ces avis. La réalité, c'est que tout le monde a raison, tout le monde a tort, c'est souvent une question de temporalité. Et dans ces moments-là, il faut se retourner vers le marché et de savoir qu'est-ce que ce marché nous dit. Et ce marché, il nous a donné différents messages. Le premier message, c'est qu'il a été surpris par le Covid. Il y a eu donc, il a pricé, il a intégré une sorte de crise économique. Et puis, il a été rassuré, grandement rassuré. Par qui? Par les banques centrales, qui, je ne vais pas refaire l'histoire, mais ont évité le suraccident, si on devait donner cette image. C'est-à-dire qu'à une crise économique qui survient subitement, ne s'est pas juxtaposée une crise financière et de liquidité et de solvabilité. En gros, un 2007-2008 qui viendrait se greffer, qui aurait été catastrophique, qui aurait mis les banques à terre et donc toute l'économie à terre. D'ailleurs, c'est le graphique qu'on voit apparaître à l'écran qui met en parallèle l'inflation du bilan de la Banque centrale et l'évolution du Stock Europe 600 et du S&P 500. Bon, et c'est le bilan de la Fed, je précise, là en l'occurrence. En fait, c'est le camion de pompiers qui arrive et qui évite le suraccident. À partir de là, comme vous l'avez très bien précisé en introduction, les marchés semblent, depuis cet été, dans une forme plutôt à l'horizontale, de se chercher. Alors en Europe, c'est très clair. Aux États-Unis, on a moins de sentiments parce qu'on se souvient qu'au mois d'août, les marchés américains ont fortement progressé, donc on a un petit peu un effet de trompe-l'œil. Mais quand on regarde avec le retour récent, finalement, ils sont revenus sur les niveaux du mois de juillet. Alors, autre graphique qui est en effet parlant et qui illustre ce que vous êtes en train de dire. On voit bien en effet que le S&P 500 est au-dessus du Stock Europe 600, mais retraité d'ailleurs des GAFAM, on voit que sa performance n'est pas aussi contrastée par rapport à l'autre. Il est négatif en fait, le S&P 500, si on lui enlève les GAFAM. Toujours est-il qu'on sent que ça soit les uns ou les autres, le S&P est légèrement positif, or GAFAM il est plutôt négatif, les indices européens sont négatifs, ils sont stables si on fait le résumé de tout au long de l'été. Ils font quoi? En fait, ces marchés sont dans le débat. Ils se posent des questions, ils s'interrogent. C'est très bien, on a évité le suraccident, mais maintenant. Et maintenant, on est confronté à beaucoup d'informations extrêmement contradictoires. D'abord, les banques centrales elles-mêmes, elles continuent de dire « nous sommes là, nous serons toujours là ». Ce qui met un plancher, c'est que vous voyez que quand les marchés baissent, ils ne peuvent pas descendre beaucoup plus bas. Et puis dès qu'ils commencent à montrer un peu de stress, on voit les banques centrales qui reviennent. D'autre côté, les banques centrales ont évité le suraccident, mais elles ne sont pas des magiciennes non plus. Donc elles disent maintenant le relais est aux politiques budgétaires. Parce que ce n'est pas des politiques de relance qui ont été faites jusqu'à présent. Ce sont des politiques de soutien. Lorsqu'on finance du chômage partiel en Europe, lorsqu'on finance aux États-Unis des fins de mois, ce n'est pas des politiques de relance. Preuve en est, en Europe, les gens épargnent, sur le livret A pour faire simple. Aux États-Unis, ils épargnent, mais ils achètent des actions du Nasdaq. Et ils épargnent. Et donc, on n'a pas ces politiques de relance et on a du mal à les avoir parce qu'en Europe, il faut que ça passe par tous les parlements et aux États-Unis, il y a une échéance qui bloque un peu, ce sont les élections. Donc, on a une sorte de plafond de verre pour passer plus haut. Et puis, vous avez des débats qui sont des débats tout simplement sanitaires. D'un côté, un vaccin.
a priori. Et on ne sait même pas si ce vaccin, il ne faudra pas le refaire tous les ans et combien de temps il faudra pour vacciner toute la population. Mais on va dire un vaccin, le côté positif des choses, et de l'autre côté, une seconde vague qui arrive, qui a l'air d'aller plus vite que le vaccin. Donc vous voyez que ce marché est hyper dur. Alors on va essayer d'avoir une deuxième grille de lecture, c'est sur les thématiques qu'il joue, sur ce qu'il joue. Depuis le début, force est de constater qu'il a progressé avec le bilan de la Fed, mais il a progressé, vous l'avez dit, en mettant d'un côté le S&P avec ou sans les GAFAM, il a progressé, mais avec de la sécurité. Je ne veux que les valeurs qui me rassurent, qui gagnent de l'argent, qui sont solides, qui ont de la visibilité et qui seront là demain matin, après-demain matin et encore. Et en plus, parce qu'on n'est jamais trop prudent, je vais quand même garder beaucoup de réserves. Les stocks de liquidités au monétaire sont importants. Et pour finir, j'achète des taux d'intérêt, même s'ils ne me rapportent pas grand-chose, mais ils me rapportaient un peu plus qu'il y a quelques mois. Et puis, in fine, quand même, on ne sait pas ce qui arrivera à terme, j'achète de l'or. Donc, vous voyez que c'était un comportement qui était quand même très particulier et qui se voit, c'est cette fameuse reprise en cas qui est le mot à la mode. Alors, reprise en cas qui se traduit également par les performances de la croissance relativement à celle de la value. On a un graphique qui apparaît à l'écran. Alors d'un côté, on a la croissance par rapport au reste du marché en Europe et la value par rapport au reste du marché en Europe. Et là, on a une très belle mâchoire de crocodile bien ouverte avec la value qui est en bas et la croissance qui est en haut. Le cas, en précisant bien qu'il ne s'agit pas de la reprise économique qui, elle, est soit en V, soit en racine carrée, ce que vous voulez, mais de la reprise en fait des marchés boursiers, la façon dont les marchés boursiers appréhendent, traduisent cette reprise économique, ils la traduisent à travers la lettre K. Bon, la question c'est de savoir si cette mâchoire va un peu se refermer, c'est-à-dire est-ce que la value va se mettre à performer de nouveau, mais ça veut dire qu'on part sur un scénario de reprise, et la croissance évidemment déclinerait un petit peu en moins en relatif. Ou est-ce qu'on va continuer à avoir cette mâchoire béante ? Déjà, c'est intéressant. C'est que les marchés ont progressé quand même sensiblement depuis les points bas. On va dire aller en V, aidés par les banques centrales. Mais ils ne l'ont pas traduit, ils l'ont traduit autrement. Je vous le disais avec une sorte de prudence, donc la croissance. Mais aussi cette mâchoire que vous évoquez, ce cas, c'est quoi ? C'est une rupture. C'est-à-dire que l'épisode Covid n'a fait que accélérer, accentuer, amplifier des tendances qui étaient déjà à la digitalisation, finalement un peu ce qu'on avait en 2000, vous savez, le click and mortar. Ce n'est pas une histoire d'ancienne et de nouvelle économie, c'est une histoire d'un côté de, oui, digitalisation de l'économie, de e-commerce versus une économie plus traditionnelle. On le voit malheureusement avec en plus des secteurs qui, eux, tout d'un coup, deviennent des victimes inattendues. Je pense au tourisme, à l'aéronautique ou des choses comme ça. Les gagnants sortent renforcés, en l'occurrence. Et les perdants, soit il y a des perdants du moment, soit ceux qui étaient en difficulté sont encore plus en difficulté. La question c'est que le marché, pour l'instant, ne veut pas, et beaucoup se sont épuisés à recommander la value, sachant qu'en plus, dans la value, vous y rajoutez les banques. En fait, l'histoire, et on va le voir dans la façon dont il faut réagir sur ces marchés-là, l'histoire, c'est pas forcément de vouloir jouer cette convergence des deux courbes. Il n'y a qu'un seul scénario, ces deux courbes reviendraient vers le milieu, celle du bas remonterait, celle du haut baisserait, c'est le scénario rose. Le vaccin est trouvé très vite, il fonctionne très bien, pas de problème politique aux États-Unis et en Europe, ni avec la Chine, tout le monde s'apaise, et là tout d'un coup c'est la fameuse reprise cyclique, et là vous avez effectivement tout intérêt à avoir un portefeuille composé de ça. On n'en est pas là, et la vérité est au milieu. Par contre, il est fort probable que dans la courbe du haut, il y ait des choses beaucoup trop chères, et dans la courbe du bas, il y a des choses qui soit pas chères, soit ne méritent pas d'y être. Alors justement, vous parlez de la valorisation, puisque vous évoquez la cherté de certaines de ces valeurs. À ce titre, un graphique tout de même assez parlant, c'est la capitalisation boursière d'Apple rapportée à celle du Russell 2000, qui est l'indice des petites capitalisations, mais il y en a 2000, comme son nom l'indique. Bon, eh bien, on voit qu'Apple a une capitalisation quasi équivalente à celle du Russell 2000, c'est-à-dire à celle de 2000 valeurs. Encore une fois, Apple est une très belle société, mais est-ce qu'on n'est pas là justement dans l'excès ? Oui et non. En fait, elle a une capitalisation qui est à peu près égale aux 2000 valeurs.
Ce qu'il faut regarder, c'est combien génère de bénéfices Apple. 2021, estimé 60 milliards de bénéfices. Combien vont en 2021, estimé, générer de bénéfices ces 2000 valeurs? 60 milliards. Donc le marché arbitre très correctement. Il dit, d'un côté, j'ai 2000 valeurs qui vont me donner les mêmes bénéfices qu'une seule. Le problème, après, c'est un problème de gérant. C'est un problème de répartition du risque. On a connu cette histoire-là. Est-ce que vous préférez avoir une valeur ou 2000? Est-ce que vous préférez en 2000 avoir, rappelez-vous, France Télécom, Alcatel, Vivendi, ou plus largement un plus grand nombre de valeurs? D'ailleurs, on a vite oublié, mais suite à 2000 et 2003, le CAC 40, on lui a imposé ce qu'on appelle un facteur de plafonnement. Plus jamais une valeur pourra peser plus de 15% de l'indice. Ça s'appelle le facteur de plafonnement. Il n'existe pas aux États-Unis. On devrait bien le faire. Mais aujourd'hui, c'est là où, dans ce qu'il faut faire, là où il faut agir dans le portefeuille, c'est tenir compte, non pas de ces incohérences, financièrement, ce n'est pas une incohérence que fait le marché, mais de ces risques qui s'accumulent entre cette courbe en K en disant « tout ça, je ne regarde plus ». Et c'est pas vrai, il y a des choses à regarder, et tout ça, je ne veux que ça. Et à l'inverse, en plus, là-dedans ou dans d'autres secteurs, je ne prends que 2-3 valeurs. Et vous le savez bien, on se retrouve dans une situation de déséquilibre des portefeuilles qui, sur le moment, n'est pas un problème, mais qu'il deviendra. On se souvient qu'en 2000, je ne veux pas faire que la comparaison 2000, mais on parle beaucoup de technologie. Qui aurait imaginé que Nokia, Alcatel, AOL et je ne sais plus quelle autre société n'existerait plus plus tard? Aujourd'hui, vous le savez très bien, les valeurs type Apple ou Google sont des objets politiques en face d'un Huawei, par exemple, qui est elle aussi un objet politique. Et dans un conflit économique, c'est des cibles quasi évidente. Et donc, dans un portefeuille, attention à une détention quasi iconique et en se disant que jamais il n'y aurait de risque associé à ces valeurs. Donc, il faut tout de même être vigilant à la concentration dans le portefeuille. C'est ça, plus qu'à la valorisation qui, pour le coup, pour certains titres, est parfaitement, presque justifiée, en tout cas justifiable. Justifiable. Bon, vous le disiez, on a aujourd'hui un grand décalage entre ce qui est recherché, ce qui est présenté comme les gagnants de la crise, donc les GAFAM, mais pas que, et puis tout le reste qui est jeté avec le bébé et l'eau du bain. Très bien, mais justement dans ces thèmes, est-ce que vous voyez des thèmes qu'il faut recommencer à mettre en portefeuille? Bien sûr. Et c'est justement le mot thème et le mot intéressant. C'est-à-dire que quand on arrive à cette sortie de crise, la probabilité que votre portefeuille ou le portefeuille des personnes qui nous regardent soit assez déséquilibré, parce que certaines valeurs ont baissé, d'autres ont beaucoup monté. Et de plus en plus, vous le savez, on parle de gestion thématique. Mine de rien, quand les technos progressent, c'est une gestion thématique. C'est une gestion thématique qui tire son épingle du jeu d'un événement, d'une conjoncture. Eh bien, il y a d'autres gestions thématiques et on y vient de plus en plus. L'avènement des trackers thématiques, il y en a de plus en plus, des fonds thématiques. Et aujourd'hui, dans la réflexion qu'on invite à avoir, et que je vous invite à avoir, c'est un portefeuille plus équilibré que d'habitude, en tout cas de ces derniers mois, c'est-à-dire pas qu'avec des valeurs de croissance, mais aussi des valeurs value cycliques. Alors vous allez me dire lesquelles, sans vous citer de nom, je vais vous dire, effectivement, si on a un scénario et qui est avec du brouillard devant nous, tout simplement, à court terme, c'est facile, hein, le Brexit, les élections américaines, dont on ne sait pas ce que ça peut donner, et puis quand même cette vague 2, oui, il y a du brouillard. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Il peut se passer les deux scénarios, notamment de très bonnes nouvelles, avec des banques centrales qui sont toujours là et qui propulseront le marché très très haut. Donc il faut avoir ces valeurs cycliques-là. Il est probablement trop tôt d'acheter les cycliques industriels purs et durs, les Eramet, les Arcelor, ou certains secteurs qui sont quand même presque un peu zombies, comme les compagnies aériennes. Mais force est de constater que il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de booking.com sans accord, il n'y a pas d'Internet des objets connectés sans objets, il n'y a pas de Amazon sans carton, et je vous invite à regarder le cours de bourse de certaines valeurs d'emballage, notamment nordiques, c'est assez impressionnant, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, d'économie verte. Vous trouvez
dans les valeurs cycliques, qu'elles soient chimiques, qu'elles soient par exemple de câblage électrique, on peut penser à un Schneider, ou qu'il soit d'amélioration de l'habitat, type Saint-Gobain, Wienerberger en Autriche et autres, vous trouvez des sociétés qui sont certes cycliques, certes dans le bas de la côte, mais regardez les parcours de bourse, y compris jusqu'à un Air Liquide qui fait du gaz industriel, entre autres, vous trouvez des cycliques qui ont quand même de la visibilité et qui ont un champ des possibles assez important devant elles parce qu'on parle de tout ça. Donc, des portefeuilles plus équilibrés et surtout, on y met beaucoup plus de thèmes et on réfléchit plus par les thèmes qu'on ne le faisait avant. Alors, puisque vous avez évoqué l'économie verte, parlons un petit peu des valeurs vertes. Alors là, on a à l'écran le PE, donc le ratio court-bénéfice des valeurs vertes. On parlait de la valorisation des GAFAM, mais les valeurs vertes, ça se paye aussi relativement cher. Oui, alors il s'agit d'un indice qui est intéressant d'ailleurs parce que c'est un indice mondial où dedans vous y retrouvez les plus grandes valeurs, qu'elles soient américaines ou européennes, notamment celle que je venais de vous citer, mais avec un tropisme américain et dedans des valeurs comme Tesla. Donc il faut peut-être, un peu comme le S&P avec et sans les GAFAM, il faut savoir retraiter. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, le thème, il est cher des valeurs vertes. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que, enfin, les investisseurs lui ont donné un statut. Lui ont donné le statut de valeur de croissance et donc la valorisation qui va avec. Ça, c'est la première chose. Et on ne donne pas un statut pour l'enlever après. Après, c'est à vous de faire le tri. Malheureusement, on voit trop souvent les valeurs vertes, soit par quelques icônes dont on peut se poser quand même quelques questions. Tesla est une de ces valeurs iconiques, soit à travers des éoliennes, des valeurs d'éoliennes ou autres, notamment à la Bourse de Paris, dont je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois ou petites années, on les considérait plus comme des obligations, avec un rendement ou un taux d'actualisation, un taux de rendement à terme et autres. Aujourd'hui, on considère que c'est l'Eldorado. Entre les deux, il y a plein de choses auxquelles vous ne pensez pas forcément, mais même les semi-conducteurs sont dans ces smart cities qu'on veut faire demain, dans tout ce qui produit et qui permet de l'économie d'énergie, de la décarbonisation, il y a beaucoup de sous-thèmes. Donc, en tout cas, ne soyez pas forcément effrayés par la valorisation. Elle est probablement le symbole d'un intérêt marqué et durable pour ces secteurs-là. Le vert, avec toutes ces déclinaisons possibles, il n'y a pas que l'éolien ou la voiture électrique, on peut parler d'hydrogène, on peut parler d'économie d'énergie, c'est un thème intéressant, soit à jouer en direct si on a quelques titres qu'on aime bien et qu'on connaît bien, soit au travers de fonds spécialisés, parce qu'il y a un vrai travail dans l'Europe entière et dans le monde entier à faire de recherche. L'eau est dans le monde du vert. Et on pourrait en trouver plein d'autres comme ça. Plus largement, j'allais presque vous dire que tout ça a en thème un peu chapeau la démographie. Parce qu'avec la démographie qui augmente, se posent des problèmes de santé. On le voit avec le Covid, il y a quand même un lien avec la démographie, la population, la proximité. Se posent des problèmes d'accès à l'eau, problème de trop de pollution, etc., etc. Et le thème de démographie qui peut être joué est un autre thème encore intéressant. Bon, en tout cas, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est compte tenu des multiples scénarios possibles et plausibles, aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de visibilité, on est encore dans le brouillard, il est bon de ne pas, encore une fois, mettre tous ses œufs dans le même panier, de ne pas tout mettre sur le rouge ou sur le noir. Donc, les valeurs de croissance, les valeurs technologiques, c'est très bien, mais il faut commencer à diversifier, puisqu'à un moment donné, il y aura une éclaircie. Et il faut évidemment regarder des thèmes qui perdureront après la crise. C'est comme ça que le marché fonctionne. Très bien. Les secteurs tout de même, je reviens tout de même au secteur délaissé, les compagnies aériennes, enfin, les automobiles. Là encore, est-ce qu'il ne faut pas tout de même mettre un petit ticket sur ces groupes-là, parce qu'on aura toujours des avions qui vont voler, ne serait-ce que pour avoir du fret. On va avoir encore cette thématique à un moment donné qui va ressurgir. C'est vraiment trop tôt pour y revenir, en dépit des corrections qui sont très très sévères? Non, en fait, il faut là aussi raisonner autrement. C'est-à-dire que vous avez raison,
Il y aura toujours des avions qui voleront. Par contre, je suis incapable de vous dire quelle compagnie volera encore demain ou après-demain. Il y en a beaucoup quand même qui sont zombies, comme on l'entend, avec trop de dettes. Par contre, une chose qui est certaine, c'est qu'il y ait ne serait-ce qu'un seul avion dans le ciel, il vous faudra un aéroport. Et donc, une autre façon de le jouer plus sécurisante, c'est de le jouer à travers, par exemple, les aéroports, qui sont bien souvent des valeurs d'actifs. Et il y a dans tous les pays du monde et dans toutes les capitales du monde des choses comme ça. Dans l'automobile, est-ce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, alors que nous sommes en pleine transition entre un monde de l'économie, de la voiture thermique à la voiture électrique, qui sera le gagnant ? Ce sera peut-être, alors ce ne sera pas forcément Tesla, parce qu'il aura tous les concurrents qui vont arriver face à lui, mais on ne sait pas vraiment. Par contre, vous savez qu'il y a des équipementiers aujourd'hui qui sont très tournés vers le vert, où vous savez que les semi-conducteurs qui sont présents dans toutes les voitures seront forcément les gagnants. C'est la différence entre le chercheur d'or et le vendeur de pelles. Achetez le vendeur de pelles, c'est-à-dire celui qui fournira de toute façon à tout le monde et aux gagnants. L'aéroport pour les compagnies aériennes, les gens très en amont pour les constructeurs automobiles. Et c'est seulement quand vous aurez la certitude que tout s'est dissipé et que l'économie, en tout cas là, vous offre la possibilité de la jouer de manière cyclique, que là, vous pourrez acheter vos constructeurs et vos fabricants de matières premières. Il y a un thème dont je veux qu'on parle avant de se quitter, Sébastien, c'est celui de la relocalisation, parce qu'avec tout ce qui s'est produit, on en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est un thème qui, selon vous, mérite d'être joué et commence même à être joué dans le marché ? Alors absolument, vous avez raison, c'est un thème important qu'on peut trouver à travers plusieurs déclinaisons. Alors, qu'est-ce que c'est que ce thème ? Il ne faut pas s'imaginer que demain matin, toutes les entreprises vont quitter la Chine et vont revenir soit en France, soit aux États-Unis et autres. Ça va être un peu plus fin que ça. La crise du Covid a montré des problèmes de supply chain qui, parfois, pour une simple pièce, posaient un problème majeur. Elle a montré aussi, parce que c'est comme ça, qu'il y a un clivage entre des zones importantes géopolitiquement parlant. Donc la relocalisation, c'est deux choses. C'est ramener sur place des pièces ou des morceaux essentiels, je dis bien des morceaux essentiels, ou alors dans une zone de confort ou d'influence, la zone Amérique pour les États-Unis, la zone Europe au sens large. Et qui est en capacité de va profiter, parce qu'en plus c'est créateur d'emplois, qui va profiter de ces pseudo-relocalisations, en tout cas refabrication de la supply chain et d'une régionalisation. De la régionalisation, ce sont les petites et les moyennes valeurs. Et qui plus est, les françaises naturellement, et les petites et moyennes valeurs européennes. Et regardez, quel a été leur comportement dans cette crise ? La bourse a baissé fortement, elles n'ont pas baissé plus. La bourse a rebondi fortement, normalement elles rebondissent avec un effet de latence. Elles ont rebondi tout de suite, elles ont même été recherchées, il y a même des flux qui sont revenus, parce qu'on sait que c'est ces gens-là, qui plus est, qu'on va soutenir véritablement pour créer de l'emploi, qui vont en profiter. Donc en plus, on a de la chance, en 2018 et 2019, ces petites et ces moyennes valeurs, elles ont souffert en bourse parce qu'elles étaient trop chères. Donc aujourd'hui, quand on parle de valorisation, par exemple sur les technos, des choses comme ça, vous avez là un pan entier de la cote, intéressant, pas trop perturbé par ces jeux d'arbitrage et d'ETF et de tracker, de tout ce que vous voulez, qui lui va bénéficier à terme, et c'est déjà, ça commence, de ça. Et dedans, vous avez même encore un sous-thème. Vous savez que j'aime beaucoup historiquement le thème des entreprises familiales. Ces petites et ces moyennes entreprises sont bien souvent familiales. Le thème des entreprises familiales, qui lui-même avait souffert, à un moment où l'endettement fait peur, ces entreprises sont elles-mêmes moins endettées, est un autre thème intéressant. Vous voyez, en fait, je pense, et c'est la conclusion, qu'il faut... la bourse vous a montré qu'elle jouait un thème très fort, trop fort peut-être, les technos, même s'il faut les garder et les jouer autrement, avec d'autres sous-thèmes. Mais il faut à côté commencer à réfléchir à d'autres thèmes et s'éloigner de la notion tout simplement un peu de CAC 40, d'Eurostoxx qui monte, qui descend, voire de grandes familles, value croissance. Il y a des choses bien dans les deux côtés de la cote. Sébastien, merci. Merci Vincent.